Alors justement, on voit sur cette première diapo qu'il n'y aurait pas une abeille, mais plusieurs abeilles. Première question, Michel Aubert, sur cette distinction entre les espèces d'abeilles, puisqu'il y a des espèces d'abeilles domestiques et des espèces d'abeilles sauvages. Exactement. On entend par abeille un grand nombre d'insectes en réalité. Il y a l'abeille domestique, c'est une seule espèce, c'est l'abeille qui fait le miel, que nous élevons. Et il y a aussi plus d'un millier, au moins en France, mais beaucoup plus de par le monde, plus d'un millier d'abeilles sauvages. Ces abeilles sauvages sont aussi différentes entre elles, et différentes de l'abeille domestique, que ne sont différents des moutons par rapport à des vaches, alors que tous les deux sont des herbivores. Donc ces abeilles sauvages ont une vie propre, une morphologie propre. Il y en a qui peuvent être très grandes, comme par exemple l'abeille charpentière que vous avez sous les yeux, qui peut mesurer près de 3 cm, ou très petite, quelques millimètres, comme le Nomius, qui est figuré en petit, à l'échelle, par rapport à cette abeille charpentière. On a des abeilles sauvages qui butineront uniquement 2, 3, 4, 5, 6 espèces de plantes, alors que l'abeille qui fait le miel, l'abeille domestique, butinera toutes sortes de plantes, y compris même des plantes qu'elle n'a pas connues au cours de son évolution. Le robinier, par exemple, qui fait le miel d'acacia, est une plante importée en Europe, et l'abeille, qui est d'origine européenne et africaine, n'a jamais connu cette plante au cours de son évolution. Autre caractéristique très différente de l'abeille domestique, les abeilles sauvages ne vont avoir des colonies composé au grand maximum de 400 individus, pas plus. Alors qu'une seule ruche d'abeilles domestiques, contenant une colonie, va inclure au moins 60 000 ouvrières si la colonie se porte bien. On a donc ces grandes différences, mais toutes ces abeilles domestiques et sauvages participent à la pollinisation. Et comme nous l'a dit notre présentateur, sans pollinisation, 70 à 80% des plantes à fleurs ne pourraient pas produire ni de fruits ni de graines. C'est énorme, par un mécanisme qu'on appelle pollinisation qui exige que le pollen d'une plante passe sur la même plante, mais un individu différent, pour provoquer la fructification ou la fabrication de graines. En fait, ces deux catégories d'abeilles, sauvages et domestiques, domestiques au singulier et sauvages au pluriel, participent à la pollinisation. Mais il se trouve qu'on constate que les abeilles sauvages sont souvent beaucoup plus efficaces que Apis mellifera, l'abeille domestique, pour polliniser les plantes sauvages et les plantes cultivées. À telle enseigne qu'on utilise des bourdons, par exemple, pour polliniser les tomates dans les serres, on utilise des osmies en arboriculture fruitière, on utilise des mégachilles pour les cultures de luzerne porte-graines. Donc on fait appel à d'autres espèces sauvages qui ne sont pas l'abeille domestique pour polliniser nos cultures. On se rend compte aussi, et ceci est dû, on l'interprète souvent par le fait que alors que l'abeille domestique va concentrer le pollen dans des pelotes où le pollen est retenu prisonnier, qu'elle a sur sa troisième paire de pattes, les abeilles sauvages vont récolter le pollen, transporter le pollen sur l'ensemble de leur corps, sur leurs poils, et c'est beaucoup plus lâche comme fixation, donc le pollen sera beaucoup plus relargué facilement que dans le premier cas. Effectivement, une énorme étude, mais on peut citer d'autres études, mais une énorme étude faite par un grand nombre de scientifiques sur plus de 600 exploitations de par le monde, sur différents continents, avec une grande variété de pollinisateurs et toujours Apis mellifera, a permis de conclure que plus le nombre d'espèces de pollinisateurs sauvages est élevé, pollinisateurs sauvages, pas seulement les abeilles sauvages, mais pollinisateurs sauvages, il y a aussi des diptères, des papillons, etc. Plus ce nombre d'espèces de pollinisateurs sauvages est abondant, plus sera efficace la fructification, quelle que soit la densité en abeilles domestiques. Et on constate même que dans nos cultures industrielles, voilà l'exemple du tournesol, la pollinisation par les abeilles domestiques est rendue plus efficace quand il y a présence d'un grand nombre d'abeilles sauvages ou d'un grand nombre d'espèces d'abeilles sauvages. On voit que les deux jouent. Donc l'abondance des abeilles sauvages et leur richesse spécifique augmentent l'efficacité de la pollinisation par Apis mellifera. Il y a conjonction
synergie entre ces deux phénomènes. Alors que finalement, quand on regarde les mœurs de l'abeille domestique, la façon dont elle travaille sur le terrain, on constate qu'au cours d'une année apicole, les abeilles, les ouvrières d'une seule ruche vont effectuer 80 millions à 200 millions de visites de fleurs. Une fleur visitée par une abeille, quelle que soit l'espèce, sera généralement délaissée par une autre abeille, quelle que soit son espèce. Donc, vous voyez, il peut y avoir compétition quand il y a trop d'abeilles domestiques dans des endroits donnés. Ce que l'on sait moins, c'est que l'abeille, les pollinisateurs vont influer sur la flore d'un endroit. Évidemment, ça n'est pas mesurable dans les zones extrêmement cultivées par l'homme, extrêmement anthropisées, c'est-à-dire transformées par l'homme, mais dans des milieux particuliers ou dans des situations particulières, ce phénomène est mis en évidence. Mais on comprend qu'il y a équilibre et interaction entre pollinisateurs et flore. Et si on perturbe l'un, l'autre sera perturbé également, plus ou moins intensément. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave, c'est le fait qu'on se rend compte aujourd'hui que les agents pathogènes, qui sont extrêmement terribles pour l'abeille domestique aujourd'hui, passent aussi sur les abeilles sauvages. Un petit rappel, ce que j'ai appelé le cataclysme, parce que c'est vraiment un cataclysme. Ça a été le fait que les parasites d'Apis cerana, une abeille asiatique, qui était élevée à peu près similairement à l'élevage d'abeilles domestiques, Apis mellifera en Europe, sont passés sur Apis mellifera. Il y a eu élevage d'Apis mellifera en Asie, passage d'un parasite d'Apis cerana sur l'abeille domestique, et les conditions sont extrêmement favorables pour le varroa, et ce parasite se développe de manière extraordinaire sur Apis mellifera. Et il y a aussi, deuxième étape du cataclysme, un autre parasite de l'abeille asiatique s'est déplacé sur l'abeille mellifère, Nosema ceranae. Alors, l'impact du varroa, le plus connu, c'est la naissance d'abeilles avec des ailes déformées. Vous comprenez que quand on a des ailes déformées, on ne peut plus sortir de la ruche et aller butiner. Mais les impacts plus insidieux sont la perte de poids, qui va jusqu'à 20% pour les nymphes, pour les adultes, ce qui est énorme, 20% chez les individus parasités. Mortalité précoce, on a une mortalité qui peut être accrue de 40% chez les abeilles parasitées, c'est considérable. La durée de vie est raccourcie de manière très significative et systématiquement, et également désorientation des ouvrières. On a donc le varroa qui va parasiter des adultes, qui va inoculer à des jeunes, à des larves ou à des nymphes, des virus spécifiques des abeilles. Tout ceci explique que l'équilibre qui s'est maintenu pendant des millénaires entre l'abeille domestique et sa vingtaine de virus spécifiques est rompu aujourd'hui, entraînant des mortalités catastrophiques et insidieuses. La transition est toute faite, c'est-à-dire de cette compétition à contamination, nous allons arriver à un enjeu plus partagé où là les espèces et l'espèce humaine vont être en interaction. Et c'est vous, Axel de Courty, qui allez nous parler de cet enjeu partagé avec un fil conducteur qu'on a choisi ensemble, la controverse. Mon propos sera en effet sur la controverse liée aux causes du déclin des abeilles. Alors pour qu'il y ait controverse, il faut effectivement qu'il y ait un enjeu partagé. En fait, la protection des abeilles, c'est plutôt un enjeu partagé par différents acteurs. La conférence de Michel Aubert l'a démontré, c'est-à-dire que par la pollinisation, eh bien, les abeilles au sens large, donc abeilles domestiques et abeilles sauvages, vont favoriser la reproduction des plantes cultivées et donc favoriser la production de fruits, de légumes. Donc le cultivateur est le premier acteur concerné par les abeilles. Donc un tiers de notre alimentation est dépendante de cette reproduction des plantes par les abeilles. C'est forcément, cela engendre des bénéfices économiques
qui sont majeurs, hein, puisque une étude de l'INRA et de l'Université de Montpellier a démontré que ces bénéfices liés aux abeilles apportaient 153 milliards d'euros par an, ça pour 2005. Donc vous voyez bien que cela interroge aussi la politique publique, hein, puisque on touche à l'économie. Mais c'est un propos plutôt réducteur, parce que la marchandisation du service ne transparaît pas tous les services, toute la plus-value des abeilles pour notre bien-être. Puisque, par exemple, un protecteur des abeilles sauvages va être également concerné par la conservation des abeilles. Et une boutade, l'amoureux de Van Gogh ou de Monet, qui aime ses peintures et ses paysages fleuris, va être aussi concerné par les abeilles. Donc on voit bien que ça a aussi une connotation culturelle, voilà, émotionnelle, mais c'est aussi, cette vision-là est assez anthropocentrée. C'est-à-dire que les abeilles participent à la santé des écosystèmes. Est-ce que les moyens que vous avez utilisés, vous les scientifiques, pour comprendre le complexe et le lointain, sont appropriés? Alors, en l'occurrence, sur le déclin des abeilles, c'est quoi le complexe? Michel Aubert l'a démontré. Des traits de vie largement différents. On parle de 1000 espèces, avec des abeilles qui vont vivre dans le sol, ou qui vont vivre dans des tiges creuses, qui sont solitaires ou qui sont sociales, qui vont chercher leur alimentation sur 200-300 mètres ou sur plusieurs kilomètres. On voit bien qu'on est dans le complexe. Le lointain, par exemple, comment on appréhende le lointain chez les abeilles? Eh bien, c'est typiquement sur une question précise qu'ont posée les apiculteurs il y a presque 20 ans. Est-ce que des butineuses qui vont récolter du nectar sur des cultures traitées avec un insecticide, qui sont exposées à une faible quantité d'insecticides, reviennent à la ruche? C'est une question qui est relativement simple. D'un point de vue scientifique, c'est compliqué. Eh bien, on a fait une expérimentation pour tester cette hypothèse-là. On a pris des butineuses à l'entrée d'une ruche. On leur a placé une petite puce électronique sur le thorax, donc une puce RFID. Et puis, on a exposé ces abeilles à une faible quantité d'insecticides. On les a relâchées, on a comparé à 1 kilomètre de la ruche, et on a comparé le retour de ces abeilles exposées à des abeilles qui étaient non exposées à insecticides. Donc on a publié ça en 2012. Donc ici, vous avez les performances de retour des abeilles exposées en rouge et témoins en vert en fonction du temps, et on voit bien une différence nette sur la probabilité de retour à la ruche des abeilles exposées et non exposées. On répond à la question des apiculteurs, est-ce qu'une faible quantité d'insecticides peut affecter le vol de retour des butineuses à la ruche et donc potentiellement entraîner la dépopulation des ruches. Donc aujourd'hui, actuellement, on est en train d'étudier l'impact d'un usage en conditions réelles, c'est-à-dire l'usage d'un agriculteur de l'insecticide sur l'abeille. Donc ça, on voit qu'on va de conditions contrôlées à des conditions plus près du monde réel. Mais en fait, la controverse est souvent aussi sur l'interprétation, c'est-à-dire, d'accord, vous avez démontré que vous avez un effet sur les pertes de butineuses, mais l'abeille, comme cela a été montré, est un individu social. Et quel est l'effet sur la population? Puisque les apiculteurs observent des dépopulations de ruches. Donc pour cela, on a utilisé un modèle mathématique pour simuler l'effet de ces pertes butineuses sur la population. Et donc c'est en gros comment, de la compréhension d'une partie du système, on comprend l'ensemble du système. En rouge, vous avez l'effet potentiel de l'insecticide, avec une dépopulation possible, et donc ce qu'on peut appeler un collapse sur les colonies. Et on a regardé, grâce à un suivi de colonies sur 250 ruches, eh bien, si nos données réelles confirmaient cela, et confirment cela. Donc on voit bien que sur l'interprétation, comment on fait du cas particulier au cas général, on peut là aussi avoir certaines controverses. Autre chose, Michel Aubert parlait des abeilles sauvages. Souvent, on ne regarde que l'abeille domestique. Pour mettre sur le marché des pesticides, on ne regarde que l'effet du pesticide sur l'abeille domestique. Elle est représentante
des 1000 espèces, par exemple, en France, et des 20 000 espèces dans le monde. Alors ça peut entraîner des limites. Et effectivement, il y a une étude qui vient de sortir qui regarde l'effet d'un néonicotinoïde sur une abeille sauvage, qui est une osmie. Eh bien, ils ont regardé l'occupation de nids à osmie à côté d'une parcelle non traitée et d'une parcelle traitée, et ils ont un effet flagrant. Il y a moins d'osmie dans les nids à côté d'une parcelle traitée. Et pourtant, si on regarde l'abeille mellifère, si on regarde la taille des populations de ruches à côté de la parcelle, et donc traitées et non traitées, ils n'ont pas de différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut bien avoir des différences entre les abeilles. L'abeille domestique a cette capacité de résilience que les abeilles sauvages n'ont pas quand elles sont solitaires. C'est quoi le processus de résilience? C'est le fait que la reine, elle ponde 1000 à 2000 œufs par jour. Donc s'il y a une perte d'ouvrières, on peut compenser cette perte. Sauf que ça a forcément un coût. Regardez une ville, on peut comparer deux villes sur le nombre d'habitants dans les deux villes. Ça va vous donner une certaine indication. Sauf que si vous voulez connaître la capacité qu'a cette ville à lutter contre une épidémie ou une canicule, vous allez regarder autre chose comme indicateur. Vous allez regarder s'il y a des hôpitaux, s'il y a des personnes formées dans ces hôpitaux. C'est pareil dans une colonie d'abeilles. Si vous regardez que la taille des populations, ça ne vous dit pas quelles sont les forces de travail. Si dans une population vous avez 50% de butineuses et de l'autre vous avez 10% de butineuses, ce n'est pas du tout la même chose. Donc là encore, on peut largement discuter. Alors, souvent, ce qu'on nous pose comme question, que ce soit les médias ou que ce soit les politiques, puisque les décisions politiques souvent est pressées et veulent une cause, c'est quoi la cause des pertes des abeilles? Et en fait, il y a maintenant un consensus scientifique qui est de dire la cause, c'est la conjugaison de stress. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas mettre en avant une cause sur une autre, c'est la conjugaison des pesticides, des parasites, varroa, des virus associés et d'une carence alimentaire. Tout ça pouvant se conjuguer, s'associer. Voilà. Alors la difficulté, c'est que vous voyez toutes les combinaisons possibles. Donc, sur les décisions en termes de pesticides, on les connaît. Donc, effectivement, nos travaux ont abouti à l'interdiction du cruiser sur colza en juillet 2012. Ils participent aussi au fait qu'on revoit les procédures d'homologation des pesticides avant la mise sur le marché, et au-delà de nos travaux, puisque justement, maintenant, on sait que regarder l'abeille domestique ne suffit pas pour protéger toutes les abeilles. Et puis Michel Aubert, vous dites mettre des abeilles partout. Il ne faut pas en mettre partout et surtout, il faut préparer cette coexistence, encore une fois, entre les espèces dont vous nous avez parlé. Vous avez raison, il ne s'agit pas de mettre des abeilles partout. Souvenons-nous que l'apiculture, c'est un système d'élevage. Certes, c'est un élevage très particulier. Bon, je suis apiculteur. C'est un élevage si particulier car chargé de tellement de valeurs culturelles, de mystères aussi, et de magie. Ça ne doit pas quand même nous inciter à en faire une religion pleine de dogmes. Il faut aussi admettre que dans l'histoire de l'évolution, l'apiculture ne compte pas. Toutes les espèces végétales qui sont apparues sur la Terre et qui sont en équilibre avec des pollinisateurs sont apparues sans intervention humaine. Dans l'échelle historique, l'apiculture n'existe pas par rapport à ce phénomène évolutif. Mais ça veut dire aussi que ça nous oriente dans nos directions de travail. Il n'est pas question de limiter l'apiculture et de l'entraver. Je suis apiculteur et moi, je vis une vie normale. Je n'ai pas deux personnalités, apiculteur d'un côté, protecteur des abeilles sauvages de l'autre. Et pire que ça, je vois certains mouvements qui incitent à dire, pour protéger la nature, mettons des abeilles. Non, non. L'apiculture n'est pas une action de protection de la nature. C'est un système d'élevage d'exploitation de la nature, donc. Donc il faut en être conscient. Il faut, bien sûr, en priorité, faire de la place pour tout le monde, abeilles sauvages, abeilles domestiques. Ça veut dire, comme le disait Axel
avec cette démonstration aussi éclatante, rétablir la capacité d'accueil des milieux pour tout le monde. Capacité d'accueil par des espèces végétales variées et aussi en évitant de polluer ces milieux avec des insecticides qui, on le sait aujourd'hui, sont encore plus pathogènes pour les abeilles sauvages que pour les abeilles domestiques qui sont résilientes d'une certaine manière, jusqu'à une certaine limite bien entendu. Et moi je pense que pour sortir de ces controverses qui sont vraiment très concentrées sur c'est quoi la cause, c'est quoi les causes, il faudrait que l'effort scientifique soit plus équilibré sur les solutions. C'est-à-dire qu'on se préoccupe aussi de proposer des solutions. Bien sûr qu'on s'intéresse toujours à déterminer les causes et notamment les interactions, mais que les scientifiques s'engagent largement sur les solutions, et notamment les solutions, on les connaît. Il faut lutter contre varroa, il faut réduire les risques liés aux pesticides, et pas uniquement dire aux agriculteurs on vous enlève les pesticides, il faut leur proposer des alternatives, bien évidemment. Mais il faut également repenser les systèmes de culture. Il ne suffit pas de dire les sanctuaires, c'est les habitats semi-naturels. On a également besoin de repenser les systèmes de culture. Ça rejoint complètement les enjeux d'agroécologie. Donc j'ai une question. Que pensez-vous des ruches urbaines? Parce que c'est la grosse mode. Sciences Po met une ruche sur son toit, l'hôtel de ville met des ruches sur son toit. Est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce que ça a une véritable utilité? Mettez des ruches où vous voulez. Si vous voulez faire de l'apiculture, faites de l'apiculture. Mais là, comme ailleurs, il peut y avoir des espèces intéressantes. Il faut que tout le monde soit équilibré. Bon, il y a des impératifs quand même. Bon, on ne met pas des abeilles trop proches des personnes parce que bon, les abeilles, ça pique parfois. Parfois, ça peut être très méchant. En général, non. Surtout pas là où ça butine, pas là où ça boit, etc. Mais bon, on ne sait jamais, il peut y avoir des accidents. Mais dans les milieux suburbains, il peut y avoir aussi des espèces. Il y a aussi des abeilles sauvages. Et on a montré, notamment en Grande-Bretagne, mais pas seulement là, qu'on peut favoriser ces espèces dans les parcs urbains par des mesures très simples. Et il peut y avoir des espèces très intéressantes. Donc là comme ailleurs, évitons le surpeuplement. Et surtout, élevons des abeilles quand on veut vraiment élever des abeilles, c'est-à-dire récolter le miel, récolter la cire, la propolis ou autre. Ne faisons pas ça pour le folklore. Oui, alors c'est effectivement la grande mode, les abeilles domestiques en ville. Il faut juste savoir pourquoi on le fait. Si on le fait pour produire du miel, il est évident qu'on ne va pas lutter contre la situation actuelle qui est qu'on importe 60% de notre miel en France avec le miel des villes. Donc voilà, donc ça c'est une illusion. On nous a dit les abeilles en ville, c'est sentinelle de l'environnement aussi. C'est-à-dire qu'on va révéler la santé de vos villes avec les abeilles. J'ai rien vu jusqu'ici sortir de ça. Peut-être que ça va sortir, peut-être que ça existe. Mais moi, en tout cas, j'ai pas vu grand-chose. Par contre, ça a pour moi un intérêt évident, c'est que ça sensibilise quand même une grande partie de nos citoyens qui habitent en ville à la nature, aux abeilles. Voilà, donc ce côté pédagogique-là est évident. C'est pas directement en lien avec la production responsable, mais dans les milieux végétariens et véganes, il y a un débat sur est-ce que la production de miel, ça correspond à une exploitation d'animal, parce que il se dit que certains apiculteurs coupent les ailes des rennes pour les maintenir dans les ruches. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça m'a étonnée personnellement, donc c'est pour ça que je voulais avoir un avis sur la question. Effectivement, c'est un élevage. Voilà, on élève des abeilles. Alors par contre, jusqu'ici, on n'est quand même pas sur des dérives extrêmement intensives, en tout cas en France. Je ne sais pas si vous avez vu des abeilles et des hommes, ou le cas des amandiers, par exemple, aux États-Unis. On n'est pas vraiment sur ce genre de dérive en France. Voilà. On n'utilise pas, les antibiotiques sont interdits, voilà, on ne fait pas de la viande pour faire de la viande dans nos ruches. Voilà. Donc il y a certaines dérives qu'il faut éviter. On a vu ce que ça a donné.
En termes de bien-être animal, les rennes qui sont clippées, donc effectivement, c'est très peu utilisé. Ça a été utilisé à ma connaissance, il faudrait vérifier, mais il y a quelques ans, et en fait ils en reviennent tous à ça, parce que c'était pour éviter que la reine elle parte de la ruche, l'essaimage. Donc c'est très peu utilisé. Alors c'est vrai que l'apiculture, on voit dans l'apiculture ce mouvement là, des citoyens aussi, qui est de dire revenons à la nature aussi avec nos abeilles. Donc voilà, ne traitons pas varroa. Alors ça, c'est quand même, ça c'est ce que j'entends par exemple dans des cafés des sciences. Ah non, mais on ne traite pas varroa nous, parce que traiter, ça veut dire utiliser des produits. Voilà. Eh bien c'est très bien, mais interrogez-vous quand même en termes de bien-être animal, ce que c'est de laisser un pouls sur un animal jusqu'à sa mort. Moi, je pense qu'en termes de bien-être animal, il vaut mieux quand même utiliser un moyen de lutte bio, si possible, voilà, pour éviter que le pouls bouffe l'abeille. Voilà. Donc, on a quand même beaucoup d'aberrations aussi sur ce genre de choses.